Blanche me regardait, pensivement. « Pourquoi n'as-tu rien dit ?»« Je ne sais pas, pour ne pas t'inquiéter. Je n'ai pas voulu tout cela. J'aurais aimé que les choses se passent autrement. Mais l'important maintenant, c'est que nous nous sortions de cette affaire. Ensuite, tu verras, tout sera différent. » Tout est déjà différent. Que veux-tu dire ? Tout est différent. Je ne peux en dire plus. C'est une impression. Blanche, cesse de parler par énigme. Les choses sont suffisamment difficiles comme ça. Blanche parut renoncer à ce qu'elle voulait dire et fit une moue en se tournant vers les montagnes. Au fond, tout cela n'a pas d'importance, dit-elle. Te souviens-tu ? Un jour, je t'ai dit que je ne voulais pas te perdre et que j'irais où tu voudrais. C'est toujours vrai. À quoi bon discuter les évidences ? J'irai avec toi, même si je ne sais pas exactement pourquoi. Enfin, tu ne peux pas dire cela, Blanche. Crois-tu que tout cela a un sens ? Crois-tu que nous allons recommencer une nouvelle vie ? Je suis fatigué de courir et de ne rien trouver devant. Je suis fatigué d'avoir peur. Elle parlait maintenant à voix basse, et ses yeux brillaient de larmes retenues. J'ai peur de tous ces jours qui passent et qui nous emportent. Les choses vont plus vite et plus loin qu'en Europe, mais rien n'est vraiment différent. C'est pour cela que j'ai le droit de dire ce que je dis. Je ne peux pas passer ma vie à me taire. Comment faut-il faire pour supporter l'angoisse quand on est seul, quand on n'a personne avec qui partager ? Blanche, tu n'es pas seule. La jeune fille me regarda tendrement, en inclinant légèrement la tête sur son épaule, et murmura « Je sais que tu es là, mais avec toi, je ne peux pas partager. Toi, je t'aime. Tu es mon prince, quoi qu'il arrive. Nous avons seulement l'amour en partage. Le reste se mesure autrement. » Sentant la jeune fille se détendre, je me rapprochai d'elle et la pris dans mes bras. « Moi aussi, je t'aime. Je te demande pardon pour tout ce qui nous arrive. » Ne demande plus jamais pardon, ni à moi, ni à personne. Tes actes sont peut-être graves, mais peut-être sont-ils justes. Ni toi, ni moi ne pouvons le savoir. Je retournai vers le parc, où Hamayoun surveillait les préparatifs des chevaux qu'on finissait de seller. Il m'appela, d'un geste. L'un des cavaliers revenait de Mazar et rapportait des nouvelles. L'homme bleu ne s'était pas trompé. L'armée était en chasse. Plusieurs unités cantonnées dans la ville avaient été réquisitionnées. Les autorités n'aimaient pas ce genre d'incident auquel étaient mêlés les Occidentaux. Il ne faisait plus aucun doute que le consulat britannique avait été informé de l'affaire et que déjà une protestation auprès des plus hautes instances du gouvernement avait été rédigée. Il fallait donc que ce dernier, par un geste d'envergure, manifeste sa volonté de retrouver les assassins. Hamayoun ajouta que nulle part on n'avait pu relever les traces de l'autre homme. À l'heure actuelle, c'est sur lui que pesaient les plus lourds soupçons, mais il semblait s'être évaporé dans la campagne. Je ne fus pas réellement surpris de ces informations. La poursuite qui s'engageait était prévisible. Quant à l'Espagnol, sa disparition n'était pas étonnante. J'avais toujours pensé qu'il était habile et que les situations dangereuses ne lui faisaient pas perdre la tête. C'était sans doute une des raisons qui avait présidé au choix de l'Anglais. J'espérais sincèrement qu'il s'en sortirait. Pour moi, l'Anglais représentait le diable incarné, tandis que son compagnon recelait des sentiments humains, des chagrins d'homme,
une détresse qui par certains côtés ressemblait à la mienne. Et lorsqu'Amayoun m'apprit la disparition de l'Espagnol, je sentis mon cœur battre plus vite, comme si j'espérais. Très rapidement, je fus repris par les contingences. Il n'y avait pas de temps à perdre. Nous n'avions qu'un jour d'avance sur l'armée qui se mettait en marche à Mazar. Une nouvelle fois, Amayoun traça la carte sur le sol en énonçant le nom des villages que je m'attachais à retenir. Il répéta le nom et l'adresse de son frère, à qui je devais remettre les chevaux, puis il s'éloigna d'un pas. Il ramassa une poignée de terre et la posa sur mon épaule en prononçant des mots que je ne pus comprendre. Sans doute était-ce une bénédiction fraternelle. Blanche vint nous rejoindre avec le maigre bagage que nous transportions. Le jeune Afghan qui nous avait accompagnés à Mazar la libéra de son fardeau et attacha les sacs sur les selles. Peu à peu, le village se rassembla pour venir nous souhaiter un bon voyage. Les femmes se tenaient d'un côté, les hommes de l'autre. Blanche s'avança vers la ligne des femmes et s'arrêta devant la jeune fille qui lui avait souvent tenu compagnie durant notre court séjour. Sa tête était couverte d'un châle orangé qui faisait ressortir la noirceur de ses cheveux et le bleu de ses yeux. Blanche la prit dans ses bras et la serra contre elle, en un geste de réel amour, sous l'œil inquiet et amusé de ses compagnes. Je vis qu'elle pleurait. Puis lentement, elle ôta le collier de turquoise qu'elle portait et en para le cou de la jeune Afghane. Toutes deux se regardèrent longtemps en silence, avant que Blanche ne se détourne et se dirige vers les chevaux. Amayoun s'approcha pour donner l'accolade à ce frère du bout du monde qu'il avait reconnu de manière si fugitive. Nous avons échangé un message muet, un message de l'aube des temps et de l'aurore des humains, puis nous nous sommes séparés. Le jeune Afghan aida Blanche à se mettre en selle, tandis que je saluais mes pareils, mes frères. Il y eut quelques cris, des femmes qui disaient leur douleur, des enfants un regret, et progressivement tout s'estompa. Nous avons entendu de plus en plus faiblement les voix et les appels, puis le village tout entier fut englouti par le premier détour de la falaise. Blanche et moi, nous sommes restés longtemps sans parler, certains que nous venions de perdre l'irremplaçable. Nous avions beaucoup de chemin à faire dans ce qui restait de cette journée, car il fallait redescendre en direction de Mazar, plutôt que de traverser les montagnes en ligne droite pour trouver la piste qui nous conduirait à Bamiyan. Ainsi, nous gagnerions un jour. Nous aurions rencontré de nombreuses difficultés sur les chemins muletiers et les sentiers de chèvres. Suivant donc les conseils d'Amayoun, nous avons opté pour la piste la plus praticable. J'avançais devant, bien que Blanche fût plus à l'aise que moi sur un cheval. Le soleil rasant de l'hiver couchait nos ombres, et l'on eût dit que 2 fantômes chevauchaient en notre compagnie, fidèles et silencieux.